16 novembre 2010, le repas gastronomique des Français a été inscrit sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en référence à la Convention UNESCO de 2003. Cette inscription a été saluée comme le couronnement au patrimoine de l'humanité de la gastronomie française, et accessoirement, bien entendu, de son excellence, démontrant ainsi non seulement l'instrumentalisation du concept de patrimoine culturel immatériel, mais encore, et c'est ce qui nous intéresse ici, la complexité qu'il y a à appréhender la gastronomie. En effet, la gastronomie est un objet multidimensionnel, au sens imprécis, un mot tiroir qui alimente un discours omniprésent, dont a parlé Geneviève. Si le terme s'inscrit à l'origine dans un lexique grec, très vite il est entré dans la langue française dès le début du XIXe siècle, et depuis il est devenu un mot français. Et la France s'est appuyée sur le mot pour persuader le monde de l'exceptionnalité de sa chose. Donc, dans le cadre du colloque, j'ai proposé de retracer la complexité de cet objet à travers les mises en récit successives de la gastronomie qui ont accompagné ce processus de candidature de l'inscription dite de la gastronomie française à l'UNESCO, dont j'ai été acteur. Comme historienne, évidemment, je vais adopter des méthodes historiques, c'est-à-dire que je vais articuler mon propos autour des temporalités qui ont marqué le processus de candidature qui a duré au total de 2006 à 2010, au-delà éventuellement, si on en analyse les retombées actuelles, ce que je continue à faire mais que je n'exposerai pas ici. Les phases dont j'ai mis en évidence constituent autant de récits successifs de la gastronomie, émanant de sphères et de réseaux d'acteurs différents. Alors, le premier récit, le récit initial, date de 2006, au moment de l'entrée en vigueur. Finalement, la Convention date de 2003, elle rentre en vigueur en 2006 et la France ratifie cette Convention en 2006. Dès la ratification, dans le cadre de l'Institut européen d'histoire et d'écriture de l'alimentation que j'avais contribué à fonder et dont je fais partie du conseil scientifique, nous émettons l'idée que la gastronomie, finalement, qui est un objet culturel imprécis, certes, mais qui n'est pas reconnu dans les sphères culturelles non plus que dans les sphères patrimoniales, bien que les patrimoines alimentaires soient convoqués dans la technique, que cette convention sur l'immatériel pourrait constituer un outil qui nous permettrait de donner une reconnaissance à la gastronomie. Alors, c'est un réseau de chercheurs, mais ce sont les administrateurs, je dirais, de l'UHCA qui ont suivi l'affaire. Et en 2006 est publiée une plaquette que vous voyez ici, en forme de manifeste pour une inscription au patrimoine mondial représentative d'un certain génie de l'humanité, du patrimoine français. Alors, quand on voit sur la plaquette, on voit que cette gastronomie française s'orientait implicitement vers la cuisine des grands chefs, vers les produits français. On le voit donc à travers l'iconographie et le texte suit finalement. Donc le mot gastronomie a été forgé en France avant de, je cite, de se répandre à l'étranger, pour bien souvent s'allier au terme restaurant, d'où la place des chefs évidemment. Cette spécificité nationale est bien sûr le résultat d'une situation géographique climatique favorable permettant la rayonnement de l'excellence et de la diversité des produits, des chefs, des produits, c'est ce que nous voyons donc dans la plaquette. Et bien entendu, la culture culinaire est inextricablement mêlée à l'image nationale et identifie la France à l'étranger. Et donc voilà le projet. Sauf que la plaquette dit aussi qu'il faudra déterminer exactement ce que l'on entend par la gastronomie, parce qu'on ne sait pas très bien de quoi on parle au fond. Alors le comité de soutien à cette candidature tout de suite se met en place et par sa composition confirme ce qui est écrit dans la plaquette, c'est-à-dire que ce sont les plus grands chefs qui s'inscrivent dans ce comité de soutien, qui en font un buzz un peu dans les médias. Et c'est un des chefs qui s'appelle Guy Savoy, qui est un ami personnel du président de la République de l'époque, qui va porter le dossier auprès du président de la République. Et là, nous entrons dans un autre récit, qui est le récit politique,
c'est-à-dire le récit du président de la République, puisque 2 ans après, en 2008, le dossier devient le dossier du président de la France, qui, au Salon de l'Agriculture, alors je vous montre là le président Sarkozy avec un gentil cochon du Salon de l'Agriculture, qui est une institution en France, le président fait cette déclaration publique. L'agriculture et les métiers qui la façonnent tous les jours sont à l'origine de la diversité gastronomique de notre pays. C'est un élément essentiel de notre patrimoine, c'est pourquoi je souhaite que la France soit le premier pays à déposer en 2009 une candidature auprès de l'UNESCO pour permettre la reconnaissance de notre patrimoine gastronomique au patrimoine mondial. Il marque une pause et déclare, d'ailleurs, nous avons la meilleure gastronomie du monde, du moins de notre point de vue. Alors, cette déclaration, le président, lorsqu'il fait cette déclaration, premièrement, il ne sait pas ce que c'est que le patrimoine immatériel. Deuxièmement, il est au Salon de l'Agriculture, donc il parle des produits de l'agriculture, et puis il en a besoin parce que les agriculteurs sont mécontents, donc là, il leur donne un peu une médaille en chocolat, là, en disant tout votre travail, vous avez beau ne pas avoir d'argent et ne pas être en crise, on va avoir une reconnaissance au patrimoine mondial. Et donc, évidemment, il défend les AOC, IGP, etc., français dans un contexte européen et dans un contexte mondial. On est en train de négocier quand même avec l'Amérique, l'Europe-Amérique, le traité transatlantique de libre-échange. Donc il y a vraiment des intérêts économiques derrière, mais aussi des intérêts politiques. Et cette déclaration sur l'excellence de la gastronomie française a vraiment provoqué un incident diplomatique, puisque l'Italie réagit immédiatement en disant que c'était la grande nouvelle, mais que les agriculteurs italiens, je vous mets un résumé, ripostent, la meilleure cuisine, donc là on est passé à la cuisine. La meilleure cuisine, c'est la leur, avec leur pâte ou la pizza, ils ont conquis le monde, ils peuvent répondre au foie gras et à l'armagnac, etc. des Français. Ils produisent plus de spécialités culinaires que les Français, ils ont 166 spécialités reconnues par l'Union européenne, alors que la France en a que 156, etc. Donc, voilà, on ne sait pas les produits, la cuisine, les chefs, alors on sait que les chefs subissent les produits, mais la gastronomie, c'est quoi là-dedans? On en sait toujours pas. L'action se poursuit, l'action politique se poursuit. En 2008, une sénatrice, le Sénat, évidemment, en France, c'est la Chambre représentative, qui représente les territoires, les communes. Une sénatrice du bord politique du président fait un rapport un rapport qui s'appelle « Les arts culinaires, patrimoine culturel de la France ». Et ce rapport, c'est quelque chose pour soutenir ce projet de candidature. Alors là, on voit qu'on est passé aux arts culinaires. Bon, alors, les arts culinaires, on ne sait pas non plus très bien ce que c'est. C'est la gastronomie, alors on nous dit que là, ce rapport célèbre la France phare de la cuisine mondiale, les produits de ses terroirs, ses savoir-faire, et l'importance d'une reconnaissance UNESCO pour son activité économique et touristique. La sénatrice ignore comme tout le monde ce qu'est le patrimoine immatériel, bien entendu, on n'est pas dans les produits. Alors, le rapport s'appuie sur des auditions. On y trouve, c'est formidable, des boulangers, des fromagers, des propriétaires du château Miquel, des pâtissiers comme le nôtre, enfin tout le gratin du luxe alimentaire français est là, sauf qu'il y a juste une voix qui se fait entendre dans ce concert de louanges sur l'excellence de la gastronomie française, et qui est quelqu'un de l'UNESCO qui dit que finalement, non, la convention n'est pas faite pour ça, et qu'il n'est pas possible de demander l'inscription ni de produits, ni de haute cuisine, qu'il ne s'agit pas d'être élitiste, et qu'un label UNESCO ne peut pas servir des intérêts mercantiles et privés. Bon. Sauf que la machine est lancée. Le président met en place le ministère de l'Agriculture, le responsable de la coordination, c'est son conseiller personnel agricole qui s'occupe du dossier. Et là, ce qui est formidable, c'est que donc, la France est toute engagée, la machine de guerre est en route, sauf que la gastronomie, qu'est-ce que c'est? Personne ne sait ce que c'est. Et il s'agit donc de trouver finalement sur quoi va porter la candidature. C'est quoi la gastronomie? Alors, c'est là que moi j'entre en jeu, puisqu'on fait référence à ce moment-là, un expert qui pourrait
Et d'autant que l'UNESCO dit, va décréter que la gastronomie, c'est un vaste champ, sans préciser ce que c'est un vaste champ, et qu'un vaste champ, c'est pas possible de la même façon qu'on ne peut pas faire l'architecture à l'UNESCO, et qu'il faut isoler du champ de la gastronomie un élément restreint. Alors, je montre en jeu donc avec 3 missions. Premièrement, trouver l'élément qui fera l'objet de la candidature, c'est la même des choses. Deuxièmement, déposer un dossier, c'était l'engagement du président. Troisièmement, on me dit, débrouillez-vous, mais faites inscrire quelque chose à l'UNESCO pour que la France ne soit pas humiliée sur le plan international. Il faut faire inscrire quelque chose. J'entreprends des consultations pour essayer d'isoler un élément restreint. Et comme personne ne comprend rien à la gastronomie et que personne n'a le même personne ne comprend rien au patrimoine immatériel, excusez-moi, et que personne n'a la même définition que la gastronomie, eh bien j'ai toutes sortes de propositions, les fromages, les vins, la baguette, les cuisines régionales, ça voudrait dire un dossier par région, les arts de la table, voire même les discours gastronomiques, parce qu'Alory qui avait écrit un livre là-dessus, lui pense qu'on doit demander la reconnaissance de l'immatérialité que constitue le discours, c'est une vraie idée. Finalement, je dirais que les obstacles qu'ont mis les experts de l'UNESCO à cette candidature m'ont poussé à développer véritablement la réflexion et j'ai essayé de produire à mon tour un nouveau récit de la gastronomie qui est résulté d'une analyse très pragmatique. Je dois avouer humblement que même comme chercheur et comme universitaire, sur le plan éthique, je dois dire que j'ai manipulé, tout simplement. C'est-à-dire que mon objectif, c'était d'inscrire la gastronomie, c'est-à-dire on ne sait pas quoi, dans l'esprit et la lettre de la Convention de l'UNESCO. Et voilà, en analysant, je me rends compte que cette convention repose sur 3 piliers: l'anthropologisation des notions de la culture, l'importance donnée aux communautés patrimoniales et la reconnaissance des diversités culturelles et des cultures populaires. Donc là-dessus, il fallait que je trouve quelque chose qui rentre là-dedans. J'analyse la définition que je vous ai mise là, j'analyse les domaines concernés: tradition, expression orale, art du spectacle, rituel, événements festifs, connaissance et pratique de la nature, savoir-faire lié à l'artisanat traditionnel. La gastronomie peut rentrer dans chacun de ces domaines. Et dès lors, je cherche à redéfinir un champ de la gastronomie de façon... recherche appliquée, j'allais dire, dont j'avais honte, je dois le dire sur le coup, c'est-à-dire que j'ai cherché à culturaliser, à universaliser la notion. Je sors un article dans le quotidien Libération où j'explique que la gastronomie, finalement, c'est l'expression culturelle du rapport qu'entretient une communauté au bien manger et au bien boire, et qu'elle renvoie à une forme d'hédonisme qui suppose des manières de faire, des façons d'être et de dire, des règles et des codes différents selon les sociétés et les aires culturelles, car la gastronomie, faut-il encore y insister, est loin d'être une spécificité française, ce qui me permettait de rééquilibrer le discours arrogant de la France vis-à-vis de l'UNESCO. Bien que définissant, proposant cette nouvelle définition du champ, je ne sais évidemment toujours pas quel élément restreint je vais proposer. Et là, j'ai recouru à un tour de passe-passe, c'est-à-dire que puisque la gastronomie ne peut pas être un élément, l'idée étant de passer du substantif à l'adjectif et de trouver quelque chose qui soit gastronomique et qui puisse être inscrit. Et la seule chose qui me semblait à la fois être culturel, donner une place aux communautés, avoir un rôle dans l'esprit UNESCO, je dirais dans la lettre et dans l'esprit de l'UNESCO, et bien ça m'est apparu être le repas festif comme pratique sociale vivante où se cristallise une culture gastronomique. Et j'ai donc, j'ose le dire, inventé ce terme de repas gastronomique, parce que le repas gastronomique, c'était ce qu'on proposait au restaurant. Et lorsque je propose ça, le repas gastronomique des Français, tout le monde me dit, mais qu'est-ce que c'est ce truc? Ça n'existe pas. Jusqu'à présent, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ce que ça veut dire, parce que c'est une pure invention, je dirais, pour répondre à un besoin bien particulier.
Et néanmoins, c'est juste l'ambassadrice de France à l'UNESCO qui m'a soutenue et qui a soutenu ce projet en pensant qu'en effet, c'est ce qui pouvait rentrer dans ce qui pouvait remporter la victoire, comme on dit. Une fois que j'ai le repas gastronomique, qui ne veut rien dire, encore faut-il écrire 2 pages d'argumentation pour l'UNESCO. 2 pages d'argumentation. Et là, j'ai l'idée de faire émerger un récit populaire, autre nouveau récit, de la gastronomie. Et je mène une enquête d'entretien selon directive, etc., sur 31 entretiens de personnes de 10 à 80 ans. Avec, là encore, on sait très bien dans une enquête, la façon dont on pose des questions va orienter les réponses. Donc, étant donné que le repas gastronomique, ça n'existe pas, personne ne sait ce que c'est, je fais partir le questionnaire. Comment vous mangez? C'est quoi votre repas quotidien? C'est quoi votre repas idéal? Et puis, est-ce que votre repas idéal, est-ce que vous faites le lien avec la gastronomie? Et puis, c'est quoi la gastronomie pour vous? Et puis, est-ce que vous avez envie de transmettre ce que vous avez? Et puis, au bout du compte, le repas gastronomique est une évidence et il s'impose pour tout le monde. Donc, je passe donc sur le repas quotidien, qui n'est pas... Donc, le repas idéal, on me dit que c'est un repas festif, qui célèbre une occasion particulière, on le prend en famille ou entre amis, on prend le temps. Donc, je vous ai mis là quelques verbatims. Annabelle 12 ans, on mange de 1h jusqu'à 5h, on mange plein de choses, de bonnes choses, des choses qu'on n'a pas l'habitude de manger et que tout le monde aime. Voilà. Ensuite, donc, j'apprends par les enquêtés que ce sont des repas anticipés, réfléchis, où on cuisine avec amour, ça procède de la générosité, on fait des repas plus riches, plus copieux, plus opulents que ceux du quotidien, on va de 3 services jusqu'à 5, 6 services, et on fait surtout des repas à base de bons produits, on va chercher des bons produits dans les marchés, chez les producteurs, chez les artisans des métiers de bouche, on fait ses courses bien longtemps à l'avance, on va dans les foires pour ce... Et c'est extraordinaire comme finalement ce truc qui n'existait pas finit à travers ce récit populaire par prendre forme. Et puis évidemment ce repas idéal va renvoyer à la gastronomie. Et là les enquêtés font des références à l'histoire, à la géographie, à la culture française. Et pour distinguer, pour qu'on ne me dise pas que le repas gastronomique c'est le repas des restaurants et des chefs, les enquêtés, je m'appuie sur ce que disent les enquêtés, et Janine de 67 ans me dit non, la gastronomie c'est à tout le monde, pourvu qu'on y mette un peu du sien. Si je me mets en cuisine et je fais un effort, je fais de la gastronomie. Et là, on me définit en effet que la gastronomie n'appartient pas aux grands chefs, vous voyez. Par exemple, Christophe, 37 ans, dit ce n'est pas une affaire de grands chefs, non, ils aident, ils tirent en avant, ils sont la recherche et le développement de la gastronomie française. Ils font découvrir des nouvelles choses, mais la gastronomie, évidemment, c'est à tout le monde. Et des jeunes comme Minzy, 24 ans, dit très important pour le pays et le peuple français, ça fait partie de la culture française. Mehdi, 20 ans, dit la cuisine est à portée de n'importe qui, comme disait Maître Gusteau dans Ratatouille, c'est dans la cuisine française. Donc voilà, ça aussi c'est un récit de la gastronomie. Donc les questions sur la transmission vont évidemment constituer cet élément du repas idéal à gastronomie comme quelque chose voulant être transmis, évidemment par les familles à leurs enfants, etc., etc. Ce qui justifiait tout à fait cette inscription UNESCO. Donc, je n'ai pas le temps de vous montrer le récit qui a été fait, mais qui a tenu compte évidemment de tous ces éléments dans le dossier UNESCO, qu'on peut voir sur le site de l'UNESCO, où j'ai finalement synthétisé le récit populaire de la gastronomie. Et ensuite, sur la base de ce récit, on a pu donner des éléments sur une enquête quantitative qui a été faite par le gouvernement, où les questions ont aussi été très bien étudiées pour qu'on puisse aboutir aux résultats, et qui fait que, voilà, pour 95% des Français, la gastronomie fait partie du patrimoine et de l'identité. Donc vous voyez comment on est passé du repas gastronomique des Français qui pouvait être inscrit, qui était la seule chose au fond qui pouvait être inscrite à l'UNESCO comme pratique sociale, mais que le gouvernement français retombe sur la gastronomie, hein, donc ce que n'a pas manqué de pointer l'UNESCO. Mais en réalité, ce qui nous intéressait, c'est que à 89%, les Français étaient pour le dépôt de cette candidature.
ce qui était absolument fabuleux, et nous avons pu apporter comme ça la preuve du consentement d'une communauté nationale, ce qui est assez bizarre, du dépôt de ce dossier. Donc on voit la multiplicité des approches montre que la gastronomie existe par le récit qui s'organise autour d'un mot, au fond, pour dire plusieurs choses. Je résume et je termine. Les premières choses que ça dit, bien entendu, c'est sans doute les choses du plaisir, de la sensualité, de ces bonnes choses, de la sensorialité, du plaisir qu'il y a à manger au-delà de la satisfaction de la faim, nécessité physiologique. Pour satisfaire le plaisir, cette nécessité neurophysiologique, affective, émotionnelle, la nécessité du cerveau, et je fais référence à Jean Lacour. La deuxième chose que ça dit, c'est sans doute ces choses du partage, de la générosité, de la convivialité, du lien social, qui semble extrêmement important, parce que cuisiner, faire partager des choses, faire un repas, on ne sait pas encore très bien ce que c'est, mais c'est un acte d'amour et de générosité. La troisième chose que ça dit, en tout cas en France, c'est que la gastronomie s'insère dans le récit national, véritablement, et que, au-delà même de la cohésion nationale que provoque la gastronomie, puisqu'on dit que la gastronomie, il n'y a pas de distinction politique, de race, de religion, de tout ce qu'on veut, là, ça fait corps, hein, toute la nation française fait corps, hein, et de cette cohésion s'articule aussi autour du mythe, d'un mythe qui participe du réenchantement d'un univers mondialisé, menacé de standardisation et d'uniformisation, mais qui est aussi une mythologie au sens barthien du terme, c'est-à-dire qui transforme le culturel en naturel. La quatrième chose, sans doute aussi que ça dit en France, c'est que, j'allais presque dire, le rassemblement républicain autour de la gastronomie, c'est-à-dire que tous les Français s'unissent pour défendre les intérêts économiques de la France autour de ses produits, de sa cuisine, de ses chefs, etc. Et que l'on passe là, de l'intimité des familles, du lien social, à quelque chose qui est de l'ordre de la France à l'étranger. Et au bout du compte, finalement, même si c'est la pratique sociale immatérielle qui est le repas des Français, le repas gastronomique des Français qui a été inscrit à l'UNESCO parce que c'était la seule chose recevable, dans la réception, ça s'est transformé en modèle alimentaire à la française et repas gastronomique à la française, parce que justement c'est chargé de tous ces récits-là qui émanent d'acteurs différents, mais qui, en termes de cohésion nationale, se regroupent autour d'une même union nationale. Aussi, lorsque la gastronomie est inscrite à l'UNESCO, le Premier ministre salue l'inscription d'un de nos plus grands trésors nationaux, la gastronomie. Les Français n'existent plus, la pratique sociale n'existe plus. Le ministre du Commerce extérieur dit l'inscription du repas gastronomique à la française au patrimoine culturel de la vie est une opportunité pour le commerce extérieur. J'ai bien l'intention d'utiliser ce diplôme mondial parce que nous sommes patrimoine de l'humanité, ça concerne 1,3 million d'emplois en France. On le retrouve dans la dernière opération qui a été mise en place par le Quai d'Orsay, qui a été aussi mise en place à Montréal, par le ministère des Affaires étrangères, Good France, supervisé par le groupe Alain Ducasse, des intérêts privés et mercantiles. Mais là, j'entre sans doute dans une autre communication qui serait en fait un peu le cauchemar du patrimoine culturel immatériel et les tensions qu'il peut y avoir entre le patrimoine de l'humanité, instrument de paix, d'éducation, de connaissance et d'acceptation des diversités, et les instrumentalisations politiques et économiques des patrimoines de l'humanité, dont la gastronomie me semble être un très bon exemple. Je vous remercie.